Thank you very much. Le juge président, je vous remercie. Alors, je dirais à l'intention du public que nous avons dû aborder une question et nous avons jugé bon d'aborder cette question à huis clos partiel. Donc, vous avez la parole à nouveau, Maître Knops. President. Maître Knops, merci, Monsieur le Président. Alors, je vais apporter le dernier élément de ma déclaration liminaire. C'est ce que l'on a appelé l'enrôlement au sein de l'armée. Mais avant d'aborder ce thème, Monsieur le Président, j'aimerais résumer les 7 éléments soulevés avant la pause. Et pour mettre un terme à cela, je vous dirais que nous allons fondamentalement vous prouver lors du procès que M. Blégoudet n'avait pas ce contrôle général sur les groupes mentionnés dans la présentation PowerPoint. Il n'a pas convoqué de réunion ou de manifestation. Il était tout simplement charismatique, ce qui d'ailleurs donnait encore beaucoup plus de raison à ses opposants politiques au sein des jeunes pro-Gbagbo pour tenter de contrecarrer son influence. Il y a un autre témoin qui a déclaré que d'aucune façon M. Blégoudet ne pouvait donner des ordres ou n'avait le contrôle sur la FESCI. Cette fédération avait ses propres textes, son propre processus de décision par le truchement de ses assemblées et de son exécutif. Et nous allons présenter 2 témoins qui vont témoigner du fait que M. Blégoudet ne pouvait pas tout simplement donner d'ordre aux militaires. C'est assez ridicule que d'affirmer cela. D'ailleurs, un témoin indiquera à cette Chambre que les différentes organisations de jeunes, que ni ces organisations de jeunes, ni la FSI ne pouvaient recevoir d'ordre de M. Blégoudet parce qu'il y avait justement... il n'y avait pas d'uniformité idéologique. Il y a d'autres témoins qui relateront, qui indiqueront que l'idée suivant laquelle M. Blégoudet était en mesure de distribuer des armes en plein cœur d'Abidjan aux gens qui se trouvaient sur les barricades est tout simplement une idée ridicule. Alors, nous concluons donc que le deuxième élément de cette dernière partie, donc la question des organisations de jeunes. Et j'aimerais maintenant vous parler très rapidement de ce soi-disant enrôlement au sein de l'armée. Car nous avons l'intention de démontrer que l'absence de ce lien que j'ai mentionné est absolument manifeste lorsque l'on prend en considération l'allégation proférée par l'accusation suivant laquelle M. Charles Blégoudet aurait exhorté les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Mais que peut-on dire au sujet de cette affirmation? Est-ce que ce type d'appel ou d'annonce fait que quelqu'un fait partie d'un plan commun comme l'avance le bureau du procureur? Absolument pas. Est-ce que cela signifie que cette personne exerce un contrôle sur les jeunes? Non. Nous avons l'intention de vous montrer que rien de tout cela ne peut être étayé par la thèse du bureau du procureur. Nous avons l'intention de vous démontrer que M. Charles Blégoudet a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher une guerre civile et qu'il a lancé cet appel pour que les gens aillent s'enrôler au sein de l'armée avec un objectif en tête, à savoir éviter que la violence se répande dans les rues. Mais il a demandé en fait à ce que l'on ait recours aux institutions démocratiques, à savoir l'armée. Alors, demander à des gens de s'enrôler au sein d'une armée en utilisant des institutions démocratiques ne constitue pas un acte de violence. C'est l'exemple, s'il en fut, que cette personne respecte le droit. Dans tous les pays, c'est un acte qui est considéré comme tout à fait acceptable. Et nous allons le démontrer. Dans de nombreux pays de par le monde, demander à de jeunes hommes et à de jeunes femmes de rallier les rangs de l'armée constitue un exercice parfaitement légal et légitime. D'ailleurs, selon un rapport établi par Abby Young Powell, qui est journaliste et co-rédacteur du Guardian,
et il a reçu en 2014 le prix octroyé au journaliste le plus prometteur. Donc, d'après un rapport qu'il a publié dans le journal britannique Le Guardian le 9 décembre 2013, au Royaume-Uni, les universités ont ouvert leurs portes pour permettre aux forces armées de procéder à 341 visites, et ce pour recruter des étudiants au sein de l'armée. L'armée française a placé un certain nombre de vidéos de recrutement sur YouTube. Et on y trouve notamment le témoignage d'un père très fier d'annoncer que son fils vient de rallier l'armée territoriale française. Aux États-Unis, les militaires ont accès au campus de toutes les universités d'État et de tous les collèges, et ce pour recruter du personnel. Au terme de la loi adoptée par le Congrès américain, que l'on appelle l'amendement Solomon, les institutions d'éducation n'ont pas le droit de refuser l'accès à ces recruteurs militaires, ou s'ils le font, ils perdent certains fonds fédéraux. Monsieur le Président, la constitutionnalité de l'amendement Solomon auquel je viens de faire référence a été établi à l'unanimité par la Cour suprême. Il s'agit de la décision prise dans l'affaire Rumsfeld, l'ancien secrétaire d'État à la Défense des États-Unis, contre les droits institutionnels et universitaires. Et il s'agit donc d'un jugement rendu en 2006 par la Cour suprême. Alors, cela permet d'illustrer le fait que si l'on appelle les jeunes ou on demande aux jeunes à s'enrôler dans l'armée, il s'agit d'un acte parfaitement légal qui est fait dans le respect de la légalité. Et telle était bien l'intention de M. Blé Goudet, qui voulait empêcher qu'il y ait davantage de violence. Et cela correspond tout à fait à sa nature pacifique sur laquelle j'ai attiré votre attention au début de ma déclaration liminaire, car sa véritable intention était de supprimer la violence, ce qui est loin d'en faire un criminel, à notre avis. Madame, Messieurs les juges, ma déclaration liminaire avait commencé par les tout dernier mot prononcé par M. Rubin Carter, également connu sous le pseudonyme de Hurricane, en 2014. La véritable cause des condamnations injustifiées est l'aveuglement volontaire. Ça, c'est le témoignage et l'héritage que nous a laissé un homme qui a passé 20 ans en prison alors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation fausse. Et comme vous le savez, un film a été tourné à la mémoire de Rubin Carter. Et d'ailleurs, c'est Denzel Washington qui jouait le rôle de Rubin Carter. Et c'est un film à la mémoire de la vie de cet homme. Donc, lorsque vous allez analyser la véritable narration qui est sous-jacente à cette affaire et qui permet de comprendre la personne qu'est M. Charles Blé Goudet, vous verrez que ce récit, le récit que nous allons présenter, par le truchement de nos témoins, vous verrez que la thèse de l'accusation ne présente pas une rétrospective juste des événements. Alors, plaider pour protéger les institutions démocratiques contre le recours illégal à la force n'est pas une activité illicite. Elle est protégée d'ailleurs par la garantie constitutionnelle de la liberté d'expression et devrait être différenciée de l'incitation au crime. Comme nous le vous prouverons, nous allons vous indiquer que telles étaient les véritables intentions de M. Charles Blé Goudet. Alors, je vais terminer en vous montrant un extrait vidéo d'une interview accordée par M. Blé Goudet pendant la crise à l'antenne ou à la chaîne France 24. Et lorsque vous allez analyser cet extrait vidéo, vous vous rendrez compte que cet extrait vidéo
la MINESAP, la thèse de l'accusation, et ce dans tous ses aspects. Donc vous allez voir cet extrait qui va durer 2 minutes 37 secondes, ou 2 minutes 34 secondes, plus précisément. Il s'agit d'éléments à décharge, je le répète. Donc c'est une interview de M. Blé Goudet le 4 janvier 2011, donc en pleine crise post-électorale, et cela juste après le départ de la délégation africaine de la Côte d'Ivoire. Et vous verrez que M. Blé Goudet indique que le dialogue est la seule solution à la crise en Côte d'Ivoire. Et vous verrez qu'il dit la discussion doit se poursuivre, même si M. Ouattara, à l'époque, indiquait que le temps des pourparlers était terminé. Et M. Charles Blé Goudet, et vous le verrez pendant l'interview, conseille notamment les Ivoiriens et leur dit que les discussions pacifiques doivent avoir lieu plutôt que de mettre la vie en danger. Le dialogue, c'était cela l'intention de M. Charles Blé Goudet, non pas l'intention d'un chargé de communication, ce que suggérait le bureau du procureur dans sa déclaration liminaire, mais c'est plutôt son intention de paix, une intention qui est loin d'être criminelle. Affirme aujourd'hui Goodluck Jonathan, le président de la CEDEAO, qui s'est donc entretenu avec les médiateurs présents à Abidjan hier. Cette deuxième médiation n'a donc rien donné, vous pouvez me le confirmer? Oh, écoutez, madame, M. Goodluck Jonathan l'a dit avec le Premier ministre kenyan et il continue les négociations. Il a dit hier, en substance, et je cite, les discussions continuent. On ne peut donc pas dire que les discussions n'ont rien donné, d'autant plus qu'elles continuent. Donc, je voudrais donc vous dire que pour ma part, dès l'instant où les discussions continuent, il faut éviter de verser dans la précipitation et tout de suite tirer des conclusions hâtives. Nous attendons de voir jusqu'où ces discussions iront. Bon, en tout cas, le président nigérian parle d'impasse. Oui, mais c'est une situation de crise. Une crise comme celle-là, post-crise, ne se règle pas en 2-3 jours ou en quelques 2-3 heures de négociations. Il faut dire que le fait que l'on ait quitté des positions tranchées et que maintenant, l'on s'enseigne pour discuter, il y a une évolution. Donc, il faut éviter tout de suite des conclusions hâtives. En tout cas, le camp de Ouattara est assez clair, formel. Pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort, les règles de l'art ne sont pas son fort, la constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force, donc il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement, ce qu'il dit n'a rien à voir avec la réalité. Justement, parlons un peu de la force. Est-ce que vous redoutez maintenant qu'une force d'intervention de la CEDEAO se mette en place pour déloger Laurent Gbagbo par la force? Mais on ne peut pas déloger quelqu'un qui a remporté des élections. On ne peut pas déloger quelqu'un qui est là en fonction de la Constitution. Je voudrais dire que ce n'est pas que nous redoutons une force militaire, mais nous pensons que quand on finit de faire la guerre, on finit toujours par discuter. Autant discuter dès maintenant, au lieu de mettre des vies en danger, au lieu de tuer des gens et puis après venir s'asseoir pour discuter. Donc ceux qui prennent la force militaire, et je pense qu'ils font faux bond et ils doivent comprendre que l'Afrique a perdu trop de ses fils et qu'aujourd'hui, il faut tourner la page militaire. Nous ne redoutons rien du tout, mais nous pensons qu'il faut le dialogue. Monsieur le Président, vous venez de voir Monsieur Blé Goudet. Monsieur Blé Goudet tel qu'il est, non pas en tant que général de la rue, Monsieur Blé Goudet non pas avec un uniforme carnavalesque, mais Monsieur Blé Goudet tel qu'il est, à savoir un homme qui demande le dialogue. C'était sa mission que de tourner la page militaire, et c'est ce que nous avons l'intention de prouver lors de ce procès. Mon collègue maître Claver-Endry va maintenant présenter ses arguments à la Chambre.
Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français sans chez eux à la maison. Excusez-nous, Monsieur le Président. Je pense que la caisse manager est un peu trop pressée d'établir la vérité. Monsieur le Président, Madame et Monsieur, honorables juges de la Cour pénale internationale, Émile de Girardin, journaliste et homme politique français, a laissé à l'humanité cette pensée publiée en 1867 et qu'il convient de nous la rappeler. Je cite, « La première condition de la justice est l'impartialité. » Fin de citation. Dans la présente affaire, nous affirmons que le procureur a manqué à ce devoir en faisant preuve d'une partialité qui se perçoit sans ombrage dans un extrait d'un communiqué de presse en date du 21 décembre 2010 émanant du bureau du procureur et portant sur la situation en Côte d'Ivoire. Ce communiqué portait la signature du premier responsable de ce bureau, M. Luis Moreno Ocampo. Je lis l'extrait de ce communiqué. Tout d'abord, je tiens à être clair. Je n'ai pas encore ouvert une enquête. Cependant, s'il se trouve que des crimes graves relevant de ma compétence ont été commis, je le ferai. Si, par exemple, la violence éclatait à la suite des discours de M. Charles Blé Goudet, il pourrait faire l'objet de poursuites. Les leaders qui planifient les violences finiront à la haie. Fin de citation. Ce communiqué ne peut pas être lu sans attirer notre attention sur son contenu intrigant. L'information du procureur, à savoir qu'il n'avait pas encore ouvert une enquête, signifie dans la rigueur du langage juridique qu'il n'avait pas d'éléments à sa disposition pour le renseigner. À ce stade, un procureur habité par la neutralité devait garder la mesure en limitant sa déclaration sur la situation en Côte d'Ivoire par l'utilisation de thèmes généraux et impersonnels. Que non. Dans une pléthore d'acteurs politiques, le procureur va désigner M. Charles Blé Goudet. Si, par exemple, la violence éclatait à la suite des discours de M. Charles Blé Goudet, il pourrait faire l'objet de poursuites. M. Luis Moreno Ocampo avait dit, « Pour nous, honorables juges, ce communiqué ne traduit pas une maladresse du procureur. Il révèle bien la partialité d'un procureur qui a laissé son fort intérieur être gagné par les préjugés. M. Charles Blé Goudet
n'était pas le seul acteur politique ivoirien à faire des discours. D'autres leaders politiques avaient appelé leurs partisans à manifester pour réclamer le départ de M. Laurent Gbagbo du pouvoir par tous les moyens. Et ce, quelques jours avant que le communiqué du procureur ne soit rendu public. Et il le savait. Pourquoi le procureur n'a pas cité ces autres personnalités politiques? Pourquoi le procureur n'a désigné que M. Charles Blé Goudé, alors même qu'il n'avait pas encore ouvert d'enquête sur la Côte d'Ivoire? La réponse est évidente. Le procureur l'avait déjà choisi avant de mener la poindre enquête. Si enquête sérieuse il y a eu. Dès lors, que lui restait-il à faire pour le faire comparaître par devant votre auguste cour? Se mettre à la tâche de ce que le politologue et écrivain français Pierre Conessa appelle la fabrication de l'ennemi. Comment faire de M. Charles Blé Goudé un ennemi de l'humanité et vous le présenter sous les traits d'un homme détestable? Voici la ligne qui va gouverner l'enquête du procureur. Enquêter en vue d'attester des préjugés. Cela équivaut à mener des enquêtes avec une présomption de culpabilité, là où les grands principes du droit criminel prescrivent la présomption d'innocence. Pour atteindre son objectif et vous entendre condamner M. Charles Blé Goudé pour crime contre l'humanité, un écueil s'opposait au dessein du procureur. Ce sont les faits. Comment parvenir à réécrire l'histoire dans laquelle l'accusation parviendrait à asseoir ses thèses? Premièrement, de l'existence de crimes relevant de sa compétence, coûte que coûte. Et deuxièmement, de la responsabilité pénale de M. Charles Blé Goudé dans les 10 crimes. Le procureur n'avait pas d'autre choix que de travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire, mon cher pays. Chaque page de son mémoire préliminaire porte la marque de cette option délibérée de tronquer les faits pour les besoins de sa cause. Cela revient concrètement à avoir les yeux proprement fermés sur le contexte de la crise, sans jamais tâcher de les ouvrir, ne serait-ce qu'un instant. C'est ce que mon confrère, Maître Alexandre Knops, a qualifié d'aveuglement volontaire. À l'entame de ce procès, nous allons présenter quelques allégations contenues dans le mémoire préliminaire du procureur pour vous montrer comment l'accusation a tenté de fabriquer un ennemi à travers une dénaturation des faits.
Pour vous prouver ce que nous affirmons, nous allons vous citer le paragraphe 43 du mémoire préliminaire du procureur, qui se libelle comme suit, et je cite. Charles Blé Goudet a préparé les jeunes à l'organisation de manifestations violentes pour entraver la mise en œuvre des accords de Marcoussis en 2003, attaquer les ressortissants français en 2004 et empêcher en 2006 l'inscription sur les listes électorales des membres de groupes ethniques ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire. Cette allégation du procureur fait référence à 3 faits qui se sont déroulés au cours de la crise ivoirienne. Il nous faudra, au cours de ce procès, rétablir les faits que le procureur a délibérément tronqués. Que s'est-il passé en 2003 ? Suite à l'échec de la tentative de coup d'État qui visait à renverser les institutions républicaines de la Côte d'Ivoire, les partis politiques se sont retrouvés, sur invitation des autorités françaises, à l'INAS Marcoussis, à Paris, autour d'une table ronde. Au thème de celle-ci, M. Guillaume Soro, chef de la rébellion armée, va annoncer certaines des résolutions prises, à savoir la formation d'une future équipe gouvernementale dans laquelle les ministères clés de la Défense d'une part et celui de l'Intérieur et de la Sécurité d'autre part reviendraient aux différents mouvements rebelles. Concrètement, comment pouvons-nous interpréter ce point de ces accords? Cela revient à confier la défense et la sécurité du pays et de son président à ceux qui les ont attaqués. Avouons que cette décision heurte à la fois la raison et le droit. La raison d'abord. En ce que cela revient à confier votre sécurité à celui qui a tenté de vous ôter la vie. Le droit, en ce que cela est un hymne au coup d'État. Honorable juge, c'est à Marcoussis qu'il a été demandé de ne plus appeler les rebelles comme ils doivent l'être. Il faut, en lieu et place, les qualifier, entendons-nous bien, de forces nouvelles. La rébellion devient une nouvelle force politique, acceptée, tolérée et célébrée même. C'est cette information donnée par Guillaume Soro de l'entrée des rebelles dans le gouvernement pour occuper les ministères clés de la défense et de la sécurité qui a provoqué des manifestations de protestation spontanées à travers toute la Côte d'Ivoire. Et cela dès l'annonce de cette information.
les populations ivoiriennes, sans avoir eu besoin d'un mot d'ordre de qui que ce soit, ont manifesté pour protester contre des accords qu'elles estimaient elles-mêmes injustes. Le procureur ne croit-il pas que le peuple ivoirien soit assez mature pour apprécier ce qui va à l'encontre de ses intérêts? M. Charles Blé Goudé n'a préparé aucun jeune pour organiser des manifestations violentes contre les accords de Linas Marcoussis, comme tente de faire croire le procureur dans son mémoire préliminaire. Si le procureur avait enquêté réellement et sérieusement, il aurait su que M. Charles Blé Goudé avait plutôt appelé à une manifestation publique pacifique le 1er février 2003 à la place de la République à Abidjan, en présence de tous les médias. Et à cette manifestation, il n'y a eu aucun incident. Au cours de ce procès, nous vous présenterons les images de ce rassemblement public organisé par M. Charles Blé Goudé et qui n'avait absolument rien à voir avec les manifestations spontanées pour protester contre les accords de Linas Marcoussis. Vous verrez, honorable juge, que quelques Français avaient participé à ce rassemblement et certains parmi eux avaient dénoncé ces accords. En alléguant que M. Charles Blé Goudé a préparé les jeunes à organiser des manifestations violentes pour entraver la mise en œuvre des accords de Linas Marcoussis, le procureur déforme les faits. Nous l'avons déjà annoncé. Le procureur est dans un schéma. Il est dans un plan. Je ne le qualifierai pas de commun. Il est dans un plan, celui de fabriquer un ennemi, ce qui le rend volontairement aveugle. Dans l'exemple qui va suivre tout à l'heure, nous allons encore vous montrer comment le procureur déforme l'histoire. Le procureur a affirmé, toujours dans son mémoire préliminaire, que M. Charles Blé Goudé a préparé les jeunes à s'attaquer aux ressortissants français en 2004. Il a préparé les jeunes à s'attaquer aux ressortissants français en 2004. Cela est écrit noir sur blanc dans le mémoire préliminaire du procureur. Monsieur le Président, Madame et Messieurs honorables juges de la Cour, aux allégations du procureur, nous allons leur opposer les faits. Nous allons vous montrer que le procureur falsifie l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous allons vous présenter un extrait de la vidéo relative à l'appel lancé par Charles Blé Goudé aux Ivoiriens le soir du 6 novembre 2004, après la destruction des moyens aériens militaires ivoiriens par l'armée française. Ces images vous ont été montrées hier par l'équipe de M. Gbagbo. Vous entendrez les mots employés par M. Charles Blé Goudé lorsqu'il a lancé son appel aux Ivoiriens ce jour-là.
Nous l'avons sous-titré en français. C'est une vidéo qui dure 18 secondes. Je demande à la Cour une vigilance afin de mieux saisir les mots utilisés par M. Charles Blé Goudé. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français socialisés à la maison et qui n'ont certainement rien à voir avec cette situation. Je vous demande maintenant, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes en train de mentir, arrêtez de mentir. Levez-vous maintenant. Allez réveiller l'aéroport de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, Madame et Messieurs honorables juges, les propos de M. Charles Blé Goudé ce jour-là sont très clairs. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français qui sont chez eux à la maison et qui n'ont sûrement rien à voir avec la situation. Est-ce qu'il y a un message plus clair que celui-ci? Lorsque l'on est guidé par un souci de mener des enquêtes à charge et à décharge, dans le strict respect de l'obligation d'impartialité, le contenu de l'appel à la résistance de M. Charles Blé Goudé est très clair. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français qui sont chez eux à la maison et qui n'ont sûrement rien à voir avec la situation. Ce message est sans ambiguïté. Il n'a jamais visé les ressortissants français. Peut-être que le procureur fait-il une confusion, mais M. Charles Blé Goudé a dit tous à l'aéroport. Dans la langue française, l'aéroport n'a jamais été synonyme de ressortissant français. Quel est le fondement de l'allégation du procureur qui parlerait mieux que cet extrait de vidéo? Mais chose plus grave, que le procureur a, qu'il possède dans son dossier. Rien de fiable, rien de pertinent, rien de vraisemblable, si ce n'est la volonté de falsifier délibérément l'histoire. Dans l'enceinte de cette cour, de la Cour pénale internationale, juridiction respectable et à respecter, de telles allégations sans fondement ne sont pas acceptables. Face à une presse d'ailleurs qui tentait de déformer les faits relativement à cet épisode de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ces images vous ont été montrées hier par l'excellente équipe de M. Gbagbo. La chaîne de télévision française, Canal+, a diffusé un reportage le mardi 30 novembre 2004 lors de son émission 90 minutes. Les extraits vous ont été présentés hier. Ce reportage du journaliste Stéphane Auman, qui avait pour titre « Côte d'Ivoire, 4 jours de feu », a permis de montrer que les résistants qui ont répondu à l'appel de M. Charles Blé Goudé n'étaient pas armés. Le reporter a dit, et je cite,
nous n'avons pas vu un seul manifestant tirer un seul coup de feu. Le procureur feint d'ignorer la réalité de la résistance aux mains nues. Nous aurons le temps d'aborder sereinement toutes ces questions au cours de ce procès. Pour fabriquer un ennemi et vous le livrer, il faut tronquer les faits. Il faut falsifier l'histoire. C'est une tâche bien difficile pour le procureur parce que les faits lui résistent. Les faits lui résistent encore. Lorsqu'il allègue qu'en 2006, M. Charles Blé Goudé a préparé les jeunes pour empêcher l'inscription sur les listes électorales de ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire, les faits résistent au procureur. Et les faits le résisteront encore. Tous ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire et qui sont animés d'un esprit de vérité savent que cette affirmation du procureur est en contradiction flagrante avec les faits. Nous allons vous présenter une vidéo qui nous fait un bref résumé de cette crise, dite des audiences foraines, et de ce que M. Charles Blé Goudé a réellement lancé comme appel dans une ambiance de tension. Et lorsque nous allons revenir après la présentation de cette vidéo, nous verrons ce sur quoi le procureur a pu affirmer que M. Charles Blé Goudé a préparé les jeunes afin d'empêcher l'inscription de ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire sur les listes électorales. Juillet 2006, des troubles éclatent en Côte d'Ivoire. Le pays est habitué à ce genre d'événements violents, à la seule différence que cette fois-ci, la violence glisse du terrain militaire au terrain civil. Cette violence est relative aux audiences foraines. À cette époque, la méfiance est de mise entre les différents états-majors. Le gouvernement de Charles Konan Banny est pris au piège. C'est alors que, contre toute attente, la jeunesse va poser un acte historique de sagesse. Et ce sera la graine de la paix. Il s'agit du pacte de non-agression signé entre la jeunesse dite patriotique et celle du RHDP, dénommé Accord de Versailles. Les jeunes de Côte d'Ivoire suscités lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, le FPI, le RDR, le PDCI, le MFA, et le PIT et tous les autres partis politiques, l'UDPCI et à tous les autres partis politiques afin qu'ils convoquent rapidement un cadre de discussion qui tournera autour des audiences foraines afin de s'attendre sur le minimum pour éviter à notre pays un Rwanda bis. Le pays retrouve le calme. Le premier ballon d'essai est un succès et montre l'aptitude des Ivoiriens à la maturité nécessaire pour ramener le pays sur le bon chemin. Honorable juge, ce que vous avez vu contredit l'allégation du procureur, selon laquelle M. Charles Blé Goudé a préparé les jeunes pour que ces derniers empêchent l'inscription sur les listes électorales de ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire. Contre une allégation sans preuve fiable,
il y a une vidéo qui vous a montré le contraire de ce que le procureur soutient. Une vidéo qui montre la contribution de l'accusé dans une crise qui opposait des populations sur la question de l'identification. Face à l'engrenage meurtrier relatif à la question des audiences foraines, la contribution de M. Charles Blé Goudé, en réalité, a été d'amener les différents protagonistes à renoncer à la voie de la violence. Le message principal de ce communiqué est très clair. Les jeunes de Côte d'Ivoire suscités lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, afin qu'ils convoquent rapidement un cadre de discussion qui tournera autour des audiences foraines, afin de s'entendre sur le minimum pour éviter à notre pays un Rwanda bis. Le procureur vous a dit le contraire de ce que M. Charles Blé Goudé a fait. Nous allons vous présenter la première page d'un journal ivoirien, un quotidien, qu'on appelle Fraternité Matin. Vous allez vous rendre compte des réactions qui ont suivi après la signature de cet accord. Nous allons juste faire remonter un peu l'image. Bon, on peut sauter cet élément. Monsieur le Président, Madame et Messieurs, j'ai ce journal ici, le journal en question. Et vous allez voir après, dans la pièce, c'est un journal qui date du 28 juillet 2006. Et vous allez pouvoir lire « Capitulation au piège au RHDP ». Blé Goudé s'explique. Et en marge, vous pouvez voir, vous pouvez lire Gbagbo, Bani, qui était à cette époque le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Afi, en ce moment président du Front populaire ivoirien, et vous avez l'ONUCI qui salue l'appel à l'apaisement de la jeunesse. Il n'y a que le procureur, lui seul, pour tenter de réécrire les faits. La volonté du procureur de vous fabriquer un ennemi l'a éloigné de la réalité des faits. Il ne pouvait pas apprécier à sa juste valeur l'acte de courage et le sens de la responsabilité dont a fait preuve M. Charles Blé Goudé pour obtenir la fin des violences. Nous allons lire quelques extraits de ce journal.
M. Charles Blé Goudé a accordé à 2 journalistes de ce quotidien une interview suite à la question des audiences foraines. À la question des journalistes qui lui disent « D'aucuns parlent de capitulation ». Oui, d'aucuns parlent de capitulation de votre part face à l'équilibre de la terreur. Qu'en dites-vous? Honorable juge, je vous prie d'accorder une grande attention à la réponse donnée par M. Charles Blé Goudé. Il dit ceci. Si la capitulation peut sauver la Côte d'Ivoire, si elle peut éviter à la Côte d'Ivoire une catastrophe, c'est bon. Je suis indépendant dans la tête. Je suis libre dans la tête. C'est pourquoi j'ai refusé d'adhérer à un parti politique pour le moment. C'est ce que je voudrais souligner aussi. Pour ne pas recevoir de mots d'ordre de qui que ce soit. Quand j'agis de moi-même. Il poursuit pour dire, je dis à ceux qui parlent de capitulation que la vraie capitulation, c'est de ne pas utiliser son influence pour sauver une situation catastrophique. C'est ça qui est la capitulation. Je ne veux pas participer à la rwandisation de la Côte d'Ivoire. Jamais de ma vie, je ne peux avoir sur ma conscience un tel acte. Maintenant, ceux qui parlent de capitulation, que proposent-ils en retour? Qu'on me le dise. Il va s'interroger. La guerre civile? Armer nos amis contre les autres? Je ne veux pas de guerre civile. Je veux que les affrontements cessent. Maintenant, celui qui est contre cela, qu'il passe à la télévision pour dire que lui, il veut que les affrontements continuent et il va l'assumer. Fin de citation. À une autre observation faite par les journalistes et qui se libelle comme suit. Il y a eu manifestation devant la primature contre votre décision. M. Charles Blé Goudé va dire, tout cela va entrer dans l'ordre. Croyez-moi. À Divo, c'est une ville du sud de la Côte d'Ivoire, des rumeurs partent dans le camp des jeunes d'Ioula pour dire que les jeunes d'Ida s'apprêtent à les attaquer. C'est M. Charles Blé Goudé qui le dit. Et il dit, non, je ne suis pas d'accord. Il dit, je vais aller à Divo. J'y ai déjà envoyé Jean-Yves Dupopieux avec une délégation ce jeudi matin. Il dit, j'irai moi-même, pas pour rencontrer seulement les jeunes patriotes, et je voudrais que vous souligniez ce mot, mais pour rencontrer aussi les autres
camarades. J'irai à Bassam, une autre ville du sud de la Côte d'Ivoire, pour faire la même chose. Il va dire, cela me coûtera ce que ça me coûtera, je le ferai. M. Charles Blé Goudé va finir cette interview en disant « Nous n'avons aucun intérêt à nous entretuer. Personne n'avait imaginé que la Côte d'Ivoire pouvait connaître une guerre. Nous sommes en guerre actuellement. Personne n'imagine que nous pouvons connaître une guerre civile. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Préservons nos acquis. Évitons les radicalismes inutiles. » Fin de citation. Je voudrais faire observer simplement qu'il s'agit d'une interview. Donc, publique. Je ne parle pas de déclaration de témoins. Je parle de M. Charles Blé Goudé qui fait connaître à la nation ivoirienne ses positions. Monsieur le Président, Madame et Messieurs, honorables juges de la Cour pénale internationale, le procureur a de nombreuses pièces dans cette affaire, des pièces volumineuses, mais l'accusation n'a pas de preuves. L'accusation a affirmé à maintes reprises que M. Charles Blé Goudé a appelé les jeunes à commettre des actes de violence. Elle n'a aucune preuve, aucune vidéo pour confirmer ce qu'elle dit. Pendant 6 heures de propos préliminaires, le procureur a été incapable de nous présenter une vidéo, ne serait-ce que de quelques secondes, montrant M. Charles Blé Goudé incitant les jeunes à commettre des actes de violence sur des musulmans, des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, sur les partisans de M. Ouattara ou sur des ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire. La défense est restée dans cette attente. Elle reste encore dans cette attente. Pour l'instant, elle n'est pas satisfaite. Dans un procès qui concerne les crimes les plus graves, il faut se garder d'alléguer ce qu'on est incapable de prouver. Les mobilisations de jeunes, les meetings, les grands rassemblements pour protester contre les pratiques d'une rébellion armée ou contre telle ou telle décision, ne sont-ils pas des modes d'expression de la démocratie? Ou peut-être le procureur a-t-il désormais érigé ces mots d'expression démocratique en crime contre l'humanité? Que reproche exactement l'accusation à M. Charles Blé Goudé? En droit, il ne s'agit pas d'affirmer. Il faut prouver ces allégations. L'accusation a des pièces, mais elle n'a pas de preuves. Aucune preuve fiable et pertinente de la participation de l'accusé à un supposé plan commun. Aucune preuve
présentant M. Charles Blé Goudé appelant les jeunes à commettre des actes de violence. Seulement des images de rassemblement que le procureur peut-être me l'indique. Je n'ai pas encore perçu dans le traité de Rome que les rassemblements étaient un crime. Le crime de rassemblement ou le crime de charisme. Il est charismatique. C'est lui qui mobilise. C'est lui qui rassemble. Mais lorsqu'il rassemble, que dit-il? Mais l'accusation a des preuves à décharge qu'elle refuse de voir. Dans la propre vidéo que le procureur a présentée et qui concernait l'incident de Yopougon, en date du 25 février 2011, avec les jours qui ont suivi, qu'est-ce que M. Charles Blé Goudé a dit dans la propre vidéo présentée par le procureur? Il a dit, et je cite, « Je peux bien vous dire, allez attaquer tel quartier et vous allez m'applaudir. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. Ma responsabilité, c'est de vous orienter. » C'est très clair. Je peux bien vous dire, allez attaquer tel quartier et vous allez m'applaudir. M. Charles Blé Goudé dit, je n'ai pas besoin d'applaudissements. Ma responsabilité, c'est de vous orienter. Malgré cette position évidente, le procureur va établir une relation de cause à effet entre le meeting du Baron Bar et les événements du 25 février 2011 à Yopougon. Au cours de ce procès, nous vous présenterons la suite du discours du Baron Bar afin de vous montrer ce que le procureur veut cacher au monde. Un discours est un tout. Pour l'expliquer, il ne suffit pas d'en retirer un extrait pour l'interpréter selon son bon vouloir, dans l'effort vain d'asseoir une thèse de l'existence d'un plan commun. L'idéologie de la non-violence, dans laquelle M. Charles Blé Goudé insère ses actions, peut se prouver dans la même interview accordée au journal Fraternité Matin, dont quelques extraits ont été lus tout à l'heure. L'accusé a posé une question centrale sur laquelle il convient de revenir. Charles Blé Goudé a dit ceci. Je ne veux pas participer à la rwandisation de la Côte d'Ivoire. Jamais de ma vie, je ne peux avoir sur ma conscience un tel acte. Maintenant, ceux qui parlent de capitulation, que proposent-ils en retour, comme me le disent? La guerre civile. Armer nos amis contre les autres. La réponse de l'accusé a été claire. Je ne veux pas de guerre civile. Quand un leader fait une option claire pour dire « Je ne veux pas participer à la rwandisation de la Côte d'Ivoire », nous pensons qu'une enquête impartiale et indépendante devrait apprécier l'idéologie de ce leader. L'expression « rwandisation » rappelle le dernier génocide du siècle dernier qu'a connu le Rwanda. En disant
Je ne veux pas participer à la rwandisation de la Côte d'Ivoire. M. Charles Blé Goudé s'inscrivait dans une attitude de refus d'actes de violence pouvant déboucher sur une guerre civile. Comment un tel homme, dont le choix pour la non-violence est sans ambiguïté, peut-il être traité de criminel par le procureur de la Cour pénale internationale? Ce n'est pas juste. Quand une enquête est menée dans l'optique de fabriquer un ennemi, cela vous rend aveugle. Des témoins de la défense viendront ici pour vous dire ce que M. Charles Blé Goudé a fait pour son pays. Ils vous le diront au nom de la vérité. Ils vous parleront du sens de l'engagement de l'accusé. Ils le feront en dehors de tout calcul politique. L'homme qu'ils vont vous décrire n'a aucun caractère semblable à celui que le procureur tente de vous peindre. M. Charles Blé Goudé est un homme de paix. Et la défense va vous prouver cette affirmation. M. Charles Blé Goudé est celui qui a tendu la main aux rebelles. M. Charles Blé Goudé a tendu la main à ceux qui avaient pris les armes contre la République. Il est allé en mission au nom de la paix. Il est allé partout en Côte d'Ivoire. Il a rencontré les musulmans, les chrétiens. Il a rencontré tout le monde en Côte d'Ivoire au nom de la paix. Si le procureur enquête, il saura réellement ce qu'a été la caravane de la paix. Nous allons vous présenter rapidement une bande-annonce de la caravane de la paix, la bande-annonce qui a soutenu la caravane de la paix. La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute pardonnée. Si l'Afrique du Sud a surmonté l'apartheid, si le Rwanda a survécu au génocide, nous les Ivoiriens, nous le pouvons aussi. C'est pour te dire que du désespoir le plus profond naît l'espoir le plus invincible. Alors, prends ma main mon frère, prends ma main ma soeur et allons à la paix. Par la caravane de la paix, M. Charles Blé Goudé, face aux souffrances causées par la rébellion armée aux populations ivoiriennes, demandait à son pays, demandait aux Ivoiriens de se pardonner les uns aux autres. C'est un tel homme que le procureur vous présente comme un criminel et qui est ici, assis en tant qu'accusé. C'est M. Charles Blé Goudé qui a dit, et je cite, « Convaincre et non vaincre. Car un adversaire convaincu peut devenir un partenaire à vie, alors qu'un adversaire vaincu est un ennemi à vie qui reviendra tôt ou tard sous une forme ou une autre. » Il a invité la jeunesse des Forces Nouvelles, puisque c'est à Makoussi qu'on a décidé de les appeler ainsi. Mais pour vous permettre de mieux comprendre,
il a invité les jeunesses des forces rebelles à venir dans son village et dans le village de M. Laurent Gbagbo. Il a initié une rencontre entre la mère de M. Laurent Gbagbo et M. Soro Guillaume, chef de la rébellion armée, devenu entre-temps le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Toutes ces actions ont été faites par M. Charles Blé Goudé, afin de recréer l'union entre les Ivoiriens. Les Ivoiriens de bonne foi ne peuvent pas ignorer ces actes. Je ne parle pas des opposants politiques dont les vues sont fonction de leurs intérêts égoïstes. Je parle des Ivoiriens de bonne foi. Nous verserons ces vidéos à votre dossier, à notre dossier, au dossier de la défense. Nous voulons cependant vous présenter une vidéo. Il s'agit de l'apothéose de cette tournée, au thème de laquelle Charles Blé Goudé est parvenu à réunir dans un même stade des figures emblématiques des membres des deux camps qui jusque-là se regardaient en ennemis. Je vous prie de regarder. Le fief du camp présidentiel, l'apothéose de cette caravane de la paix est un succès. Les Ivoiriens se retrouvent. Sidiki Konaté, ancien locataire du campus de Yopougon, retrouve la cité de sa jeunesse. Le nouveau ministre est acclamé. Pendant que nous étions à Ouaga, comme un visionnaire, tu as décidé d'arpenter les ruelles des villes, de parcourir les routes du pays, les sentiers des villages et des campements, afin de préparer d'avance les esprits à cette nouvelle donne. Que dis-je? Tu as décidé de faire en sorte que les populations qui sont ici accueillent en paix l'accord de paix de Ouagadougou. Merci pour cette mission délicate. Par le rythme, la première dame et le ministre Sidiki Konaté ont esquissé des pas de danse. Monsieur le Président, Madame et Messieurs, ces images que vous voyez, les Ivoiriens s'en souviennent encore. C'était sous l'action de M. Charles Blé Goudé, qui, au thème de cette grande tournée, est arrivé à réunir dans un même stade les membres des forces rebelles et quelques membres du gouvernement ivoirien. Tout ceci pour la paix. À l'approche des échéances électorales, M. Charles Blé Goudé, nous allons encore présenter une image, est allé rencontrer le secrétaire général des Nations Unies lorsque les tensions ont ressurgi. Nous allons vous présenter cette vidéo. C'est la seconde rencontre officielle entre Waïdje Choi, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, et la jeunesse de la majorité présidentielle, conduite par Charles Blé Goudé, aux côtés duquel se trouvait Navigué Konaté. L'entretien a duré 30 minutes et a porté sur la question de la réunification effective de la Côte d'Ivoire dans tous les compartiments de la vie publique. On nous dit allons aux élections. Quand le domicile du directeur du cabinet adjoint du chef de l'État est incendié à Korogo, mais en même temps, directeur des campagnes du chef de l'État est incendié à Korogo. Le domicile du porte-parole du chef de l'État est incendié à Katiola. La préfecture est incendiée à Boaké. Aucune arrestation, aucune interpellation des acteurs et des auteurs. Cela veut dire qu'il y a des signes qu'on doit prendre au sérieux. Si avant les élections, il y a de tels actes, à quoi devons-nous attendre pendant les élections et après les élections?
C'est de tout cela que nous avons parlé avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Je pense que nous nous sommes parlé et je peux dire que nous nous sommes compris. Il a exactement les mêmes inquiétudes que nous. Voici, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, l'homme qui est présenté devant votre cour comme ayant conçu et comme ayant mis en œuvre un plan commun qui s'inquiète de la montée de la violence. Si Charles Blé Goudé était réellement la correspondance exacte de la caricature du procureur, il devrait se réjouir de la montée de la violence. Que non, il s'en inquiète. Et il va voir le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour attirer son attention sur la montée de la violence. Ce sont des images. Messieurs les juges, chères madames, honorables membres de cette auguste cour, les actions de M. Charles Blé Goudé témoignent en sa faveur. Ces actes contredisent les allégations du procureur. Le procureur a dit dans son mémoire préliminaire que depuis 2002, M. Charles Blé Goudé mettait en œuvre le plan commun. Voici des actes qui contredisent cette affirmation du procureur. M. Charles Blé Goudé est un légaliste qui a été au service de son pays traversé par une crise politique et militaire. M. Charles Blé Goudé a pris fait et cause pour les institutions de la République. C'est ce choix pour la primauté du droit qui a amené M. Charles Blé Goudé à refuser que des armes soient distribuées aux jeunes qui voulaient défendre leur pays face à la barbarie de la rébellion armée, qui était parvenue à installer un climat d'insécurité et qui sémait la désolation dans les familles, comme l'a montré mon confrère Knops. Nous parlerons longuement des incidents, les 5, qui constituent la base des faits allégués par le procureur contre M. Charles Blé Goudé. Celui d'abord de la RTI, du 16 décembre 2010. La défense de M. Charles Blé Goudé vous montrera le manque de pertinence des pièces citées par le procureur pour tenter d'impliquer l'accusé dans une question qui relève de l'armée. Il en sera de même des 2 incidents d'Abobo. Quel rapport sérieux y a-t-il entre M. Charles Blé Goudé, un civil, et des supposés tirs qui seraient partis d'un canon ou de tirs d'obus? Quel rapport sérieux? M. Charles Blé Goudé n'est pas un militaire. Quelles sont ces constructions mystico-juridiques utilisées par le procureur pour rendre responsable M. Charles Blé Goudé dans des incidents dont le narratif de l'accusation contient lui-même ses propres limites? Monsieur le Président, Madame et Messieurs honorables juges de la Cour, un narratif contrefait de l'histoire de la Côte d'Ivoire ne vous met pas en situation de juger M. Charles Blé Goudé en connaissance de cause. Je voudrais
demander au président. J'ai ma présentation. Ok, d'accord. Oui. We started at, Le président, nous avons commencé à 35, c'est-à-dire avec 5 minutes de retard par rapport à l'horaire normal. Donc je pense que nous pouvons encore prendre 5 ou 6 minutes. Il nous faudra tout reconstruire, comme l'a fait hier la défense de M. Laurent Gbagbo. Ainsi, vous serez amené à comprendre que les actions de M. Charles Blé Goudé s'insèrent dans celles d'un homme qui a un amour pour son pays et un sens élevé de la légalité qui s'exprime dans le respect des institutions démocratiques. Peu importe celui qui les incarne. L'objectif de l'Alliance, c'était de faire échec à la rébellion armée. Voici, Monsieur le Président, Madame et Messieurs, honorables juges de la Cour, les actions de M. Charles Blé Goudé. Il était bon de vous présenter l'homme que vous allez juger. Ces actions, le procureur ne voulait pas vous les présenter. La fabrication de l'ennemi étant son objectif. Le procureur n'a pas pu prendre de la hauteur devant les préjugés qu'une certaine presse et des adversaires politiques ont entretenus en tentant de saper l'image de M. Charles Blé Goudé, le présentant comme un chef de milice, et ce, sans la moindre preuve. Il est dangereux pour la justice internationale qu'un procureur, cheville ouvrière du système, se laisse aussi facilement manipuler par des adversaires politiques et par la ligne éditoriale de certains organes de presse, fabricants d'ennemis et même parfois fabricants de consentement. Cet impact de la presse sur les consciences a fait l'objet d'une étude détaillée dans l'ouvrage du célèbre écrivain américain Noam Chomsky, dans son ouvrage intitulé « La fabrication du consentement ». Cette même presse, inclinée à voir triompher la cause de la rébellion armée en Côte d'Ivoire, n'a pas hésité à présenter M. Charles Blé Goudé comme un milliardaire, un homme d'affaires influent qui possédait plusieurs stations d'essence et des actions dans plusieurs sociétés hôtelières en Côte d'Ivoire. Depuis la chute de M. Laurent Gbagbo et l'arrestation de M. Charles Blé Goudé, le débat sur ces prétendus milliards et ces stations d'essence a curieusement pris fin. Tout était fait pour les besoins d'une cause. À la Cour pénale internationale, M. Charles Blé Goudé est reconnu comme un indigent, incapable de payer les avocats chargés de sa défense, qui sont les véritables propriétaires de ces stations d'essence, qui pourtant existent toujours en Côte d'Ivoire. Cette façon de faire, le politologue Pierre Conessa appelle cela la fabrication de l'ennemi médiatique, qu'il présente comme celui, et je cite, que les médias vont choisir de désigner au journal du soir, puis ensuite dans les hebdomadaires et les quotidiens. Fin de citation. Comme l'ennemi médiatique
qui est choisi. Le procureur a choisi de faire de M. Blé Goudé un ennemi judiciaire. Honorable juge, l'image fabriquée de M. Charles Blé Goudé l'a certainement précédé dans cette auguste cour. Nous vous demandons de ne pas juger une image tronquée, mais de juger un homme sur la base des faits qui seront éprouvés au cours de ce procès. Je voudrais terminer mon propos par le partage d'une fable que l'histoire de la crise ivoirienne, avec sa suite, me rappelle sans cesse. C'est une fable de l'auteur moraliste français Jean de La Fontaine. Le titre de la fable, Les animaux malades de la peste. Cet écrit met en scène des animaux qui sont frappés par un mal qui les fait périr en masse. Dans cette circonstance grave, chaque animal passe à la confession, car au dire du roi lion, il faut souhaiter selon toute justice que le plus coupable périsse. Tous les puissants animaux ont été applaudis après avoir confessé leurs crimes les plus abominables. Autour de l'âne, tous les animaux se levèrent pour crier. C'est de toi que vient le malheur du royaume. Tu dois être pendu. L'offense de l'âne, c'est d'avoir mangé l'herbe, alors que l'offense du lion avait été d'avoir tué d'autres animaux et même des bergers. Cette fable finit sur cette morale. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Monsieur le Président, Madame et Messieurs, honorables juges de la Cour pénale internationale, quel monde voulons-nous bâtir? L'humanité va-t-elle consacrer la règle du monde animal qui reconnaît le droit du plus fort? L'issue de ce procès nous le dira. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Le juge président, merci beaucoup, Maître Hendry. Si vous le permettrez, j'ajouterai juste une chose. Je n'ai pas vraiment beaucoup aimé lorsque vous avez, à 2 ou 3 reprises, vous avez accusé l'accusation de délibérément falsifier ou contrefaire. Je pense qu'il est assez dur de dire cela maintenant, avant même le début du procès. Chacun peut avoir une vision différente de l'histoire et des faits, mais de falsifier délibérément est une allégation plutôt dure. Nous sommes ici pour essayer d'établir la vérité concernant les charges. Et je voulais insister sur ce point parce que je ne me sentais pas je n'ai pas beaucoup apprécié d'entendre ce terme qui a été utilisé à plusieurs reprises de falsifier délibérément. Autrement, tout était bon. Monsieur Knops, nous allons maintenant faire la pause déjeuner et nous reprendrons à 14h45. Il nous reste encore 1h30. Je pense que vous pensez que cela devrait vous suffire? President, we can conclude in 1 hour. Monsieur Knops, oui, Monsieur le Président, nous pourrons conclure en 1h30. Le Président, bien, merci beaucoup. Donc, l'audience est suspendue jusqu'à 14h45.